Un, un petit mot, dites-moi si les deux premiers textes sont passés correctement, si vous avez suivi. Pas tout le monde en même temps, hein. Bon, alors, c'est pas grave. On verra bien à la fin, quoi. Et ce que je voudrais vous demander d'abord, si vous pouvez vous dévoiler, parce que vous êtes derrière un carré noir, là, c'est déprimant. J'ai l'impression de parler au mur. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras, que je vous vois. Merci, merci. T'es mignonne, et là, merci. Qui encore? Découvrez-vous. Top. Alors, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous savez de Victor Hugo? Parce que nous allons étudier un texte de, un poème court et très intéressant, très moderne, de Victor Hugo. Qu'est-ce que vous savez de Victor Hugo? Et je C'est pas sais. ça qui a écrit Rhinocéros? Non, 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 non. Non. Rhinocéros et Ionesco. Mais Ah. c'est pas grave, on peut se tromper, c'est pas grave. Rhinocéros et Ionesco. Mais Victor Hugo, je suis sûre que vous avez vu des choses de lui, vous avez entendu parler de certaines œuvres. Quand je vais vous dire certaines œuvres, vous allez dire, ah oui, non, personne? Le Petit Prince? Non, Le Petit Ah Prince, non. c'est Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, et on va étudier après Victor Hugo, on va étudier Le Petit Prince, un chapitre du Petit On Prince. a terminé, c'est bon, le lion et le rat. Pardon, Raphaël? C'est terminé le lion et le rat. Oui, on a fini Le Lion et le Rat. Ok. Et aujourd'hui, on va commencer un texte de Victor Hugo, un poème, et je vous demandais si vous connaissez une œuvre. C'est pas que si vous connaissez, mais je suis sûre que vous connaissez. Les Vous avez Misérables. dit Les Misérables, ça vous dit rien, Les Misérables? Oui, moi je connais les Misérables. Ok, Alouvé Je Achaïm connais Bey. juste le nom, mais pas genre ce que c'est. Ah, ok. Tiens, mais vous avez entendu parler, il y a eu des comédies musicales, il y a eu des films sur Les Misérables, c'est-à-dire Victor Hugo, vraiment. Et est-ce que vous avez, enfin, pour ceux qui ont passé leur enfance en Israël, il y avait un dessin animé, Aguibène mit Notre-Dame. Non, ça vous dit rien? Mm-mm. En français aussi, il y a le... En français, oui, mais en français, ça s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que je parle de l'hébreu. Et c'est mondialement connu. C'est-à-dire, c'est un écrivain qui est connu dans le monde entier. Comme la Serrette. Le film, c'est Alouvé Achaïm, les Misérables. Il y a eu plein de films sur les Misérables, plein de versions différentes des Misérables de Victor Hugo. Bon, des poèmes, vous connaissez moins, mais ça, je suis sûre que vous avez entendu parler, vous avez dû voir à la télé ces films-là. Il y a des séries qui ont été faites, etc. Et sur Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire à Guibène mais Notre-Dame, c'est-à-dire le bossu de Notre-Dame, c'est aussi quelque chose de connu de partout. Bon, alors on va d'abord, vous savez qu'il faut que vous écriviez une biographie, donc moi je vous propose un résumé comme ça de qui est Victor Hugo. D'accord? Vous m'arrêtez quand vous comprenez pas. Juste là, Les Misérables, ça va être le nouveau texte. Pardon? C'est? Les Misérables, c'est le nouveau texte qu'on va apprendre. Non, 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 pas du tout. Non, ce qu'on va étudier, c'est un poème de Victor Hugo qui est très court, qui est pas Ok. long et qui est pas trop difficile. Et c'est surtout qui est très intéressant parce que très moderne. Vous allez le voir tout de suite. Mais d'abord, on va parler de l'écrivain lui-même parce qu'il faut que vous sachiez euh, qui est cet homme, Victor Hugo. Victor Hugo avec Molière, c'est les deux plus grands auteurs de la littérature française. Vous savez un peu Ok, merci. à quel, vous savez à quel siècle il vit, Victor Hugo? Dans quel siècle il vit?
On a vu par exemple que Ionesco, c'est le XXe siècle. On a vu. 1635 מאותו. Non, Motek, non, 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 pas du tout. Il est du 19e siècle. 19e siècle. 1800 et quelques. 1800. Oui, 1800 et quelques. Miad, on va voir ça. Attendez, je vous. Après, il y aura des cours sur la rédaction pour écrire tout ce qu'on doit écrire dans Je, le je- feuillet. je vous expliquerai exactement tout ce qu'il faut faire dans votre dossier. Mais l'essentiel maintenant, c'est que vous compreniez tout ce que je raconte sur le texte, parce que c'est ça, Ok, l'oral, ok. l'oral, c'est ça qui va se passer, d'accord? Top. Ok, alors donc je vous partage mon diaporama et on commence. Alors, que- voilà, ok. Victor Hugo, donc vous voyez 1802-1885, vous voyez qu'il couvre pratiquement tout le 19e siècle. Et il est né à Besançon, il est un des plus grands écrivains de la littérature française, ça c'est ce que je viens de vous dire. On continue. Alors, sa production, alors ça c'est un titre que vous allez voir souvent, c'est-à-dire sur plusieurs diapositives. Sa production littéraire est dense et très variée. Il appartient au courant romantique. Le 19e siècle en France, c'est les romantiques. Il est dramaturge. Dramaturge, ça veut dire il écrit des pièces de théâtre. Ses principales pièces de théâtre sont révolutionnaires. Pourquoi elles sont révolutionnaires? Parce que avant lui, ça j'explique un petit peu, avant lui, c'était le théâtre classique avec des règles très strictes, etc. Et lui, il va tout chambouler et il, il va faire sortir la littérature de ce théâtre classique pour parler du théâtre plus romantique, à savoir avec des pièces comme Hernani ou Ruy Blas, c'est les deux principales pièces qu'il a écrites. Ok. Alors maintenant, voilà. J'ai toujours mon titre, hein, il appartient au courant romantique. Il a écrit des romans, et ça, on a entendu parler au début de la séance. Il y a eu Notre-Dame de Paris. En hébreu, c'est traduit Agiben Notre-Dame. Vous voyez la photo sur la gauche. Et puis, il y a Les Misérables. Les Misérables, c'est un roman très célèbre et qui a été mis en film, en comédie musicale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions de ce roman-là et qui décrit la vie des miséreux dans Paris et la France provinciale du 19e siècle. On va le voir tout de suite, mais c'est c'est un humaniste, Victor Hugo. Et la misère, pour lui, ça le touche. Donc, il a écrit beaucoup là-dessus. Et de même le Notre-Dame de Paris, parce que ça se passe, l'histoire se passe au Moyen Âge. Et dans la cathédrale Notre-Dame, c'est pour ça que ça s'appelle Notre-Dame de Paris. D'accord? Et là encore, c'est les gens pauvres, c'est les gens euh, euh, dont la vie n'est pas facile. Ok. Alors, il écrit des poèmes. Il écrit des poèmes. Les principales poésies, les principaux recueils, c'est Les Châtiments. Ça, vous connaissez moins, j'en suis sûre. Euh, et Les Contemplations. C'est pas très important, 119 poèmes dans les châtiments et 158 dans les contemplations. Et le premier, les châtiments, c'est surtout des poésies engagées. Parce que je vais vous dire en deux mots, il a été 20 ans, je crois, en exil, si mes souvenirs sont exacts, parce que c'était sous Napoléon III. Napoléon III, c'est la dictature napoléonienne, d'accord? Et lui, c'est un socialiste, c'est un humaniste. Donc il était contre Napoléon. Et donc Napoléon l'a expatrié. Les contemplations, c'est plus des poèmes d'amour, mais aussi de deuil, parce il a perdu sa fille, ça a été terrible pour lui. Elle s'est noyée. Elle était sur un fleuve, la Marne, je crois, ou la Seine, je sais plus. Et la barque s'est renversée, elle s'est noyée. Et ça a été, et ça a donné lieu à des magnifiques poèmes sur l'amour de sa fille. Euh, et la légende des siècles, c'est aussi des poésies et c'est un travail immense parce il a retracé l'histoire de l'humanité en fait. Ok. Et là,
Là, ce que j'ai dit, c'est parce que je vous en ai touché un petit mot à l'instant. C'est l'homme euh, qui est dans son siècle, si vous voulez. C'est pas seulement l'écrivain qui écrit dans sa chambre, dans son bureau, etc., et qui est coupé du monde. Non, c'est pas du tout ça, Victor Hugo. C'est un homme qui a lutté pour, euh, euh, pour les êtres humains et pour qu'il y ait une société un peu plus juste. Alors, il s'est engagé en politique, il a été député et sénateur et a connu l'exil pendant 20 ans. Voilà, c'est ça, je me souvenais que j'avais écrit ça, à cause de ses idées politiques. D'accord? Et vous allez voir à quel point il est moderne, on va le voir dans notre texte, nous, mais à quel point il est moderne, disons, euh, pourquoi? Parce qu'il est contre la peine de mort. Vous savez en quelle année la peine de mort a été annulée en France? Oh Hmm. oh! Non. Non, ok. Alors, merci de me répondre en tout cas, même si c'est non. Il est contre et la peine de mort a été annulée simplement en 1981. Seulement en 1981. Et regardez, lui, il a vécu au 19e siècle, et non pas au 20e. Mais déjà, il était contre la peine de mort. Il a défendu les pauvres, je vous l'ai dit, et ça, c'est dans Les Misérables, on voit, il est au service des pauvres. Et il s'affirme, et ça aussi, c'est très, très moderne. Il s'affirme comme européen avant l'heure. L'Europe, elle est arrivée au XXe siècle. Chacun avant, vivait dans son pays. Regardez ce qu'il écrit. Un jour viendra, sur le côté droit, un jour viendra où vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Qu'est-ce qu'il dit là? Et ça, c'est en 1849. Alors que l'Europe, elle a été fondée, l'euro, etc., seulement au XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez garder votre spécificité, chaque pays. L'Allemagne, la France, etc. Vous allez, l'Italie, et vous allez garder votre spécificité, mais vous allez vous unir. Et c'est ce qui est arrivé, Béhémet, en fait. OK? Il a dit une très belle phrase, ouvrez les écoles et vous fermerez des prisons. Ça, je trouve ça magnifique comme phrase. Ouvrez des écoles et vous comprenez bien cette phrase? Oui. Alors expliquez-moi là. Il est contre les prisons et tout, et il est pour l'étude et que les gens ils deviennent plus intelligents. Absolument. Merci Raphaël. Et quand on ouvre les écoles, on donne de la culture et on donne de l'instruction aux gens. Et ça va pas en faire des vauriens ça va. Les prisons vont diminuer, la population des prisons va diminuer à partir du moment où on va cultiver et instruire le peuple. Voilà. Une autre phrase que j'ai mise ici parce que ça le qualifie vraiment. Le premier besoin de l'homme, son premier droit, son premier devoir, c'est la liberté. Donc c'est un homme de gauche, en fait, on peut dire, qui prône la liberté. Et alors sous Napoléon III, il va souffrir parce qu'il va partir 20 ans, il va aller dans les îles de Guernesey ou de Jersey, c'est-à-dire les îles anglaises dans la Manche. Il va s'exiler là-bas. Voilà, en gros, ça, c'est la vie de Napoléon, Slicha, de Victor Hugo, et il va revenir après à la chute de Napoléon en France, bien sûr. Voilà. Il meurt donc en 1885. La France entière a honoré cet immense écrivain à sa mort par des funérailles nationales. Il a été enterré au Panthéon le 22 mai 1885. Parce que c'est les grands hommes et les grandes femmes françaises qui sont pour les Parisiens, vous connaissez ceux qui ont vécu à Paris longtemps, le Panthéon, c'est au cœur de Paris. Voilà. Des questions sur Napoléon? Sur fou, encore pourquoi? Sur Victor Hugo? Non. Ok. Alors, notre poème s'appelle Le mot. Ok? Amila, le mot. C'est un poème.
Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous lire le poème, mais en vous le lisant, réfléchissez à la question suivante. J'ai deux choses qui sont importantes, et peut-être que pour la première lecture, vous n'allez pas tout voir. Mais quel est le sujet de ce poème? Et quels sont les différents mouvements ou parties du texte? Et si vous pouvez donner un titre à chaque partie. Mais ça, c'est moins grave. Essayez d'être concentré et de me dire au moins si vous trouvez quelle est la définition, le sujet, on va dire, le sujet, comme je l'ai écrit. Quel est le sujet? De quoi il parle vraiment? Alors, je vais vous lire. Ne m'interrompez pas, même si vous avez un mot que vous ne connaissez pas. Je vous répondrai à la fin. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et n'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci, tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues, et va, tout à travers un dédale de rues, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur. Oui, slicha. Pardon, 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 Mistral Aziz et Zé, voilà. Alors, je répète, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Bien. Alors, vous avez compris quelque chose? Oui. Les mots, ça passe partout. Ok. Bon, bon, il parle des mots, d'accord. Des Quoi sec- encore? des secrets vont être découverts à la fin. Si vous dites le mal de quelqu'un, alors il va le découvrir. Ok, c'est bien ce que tu dis. Il dit du mal de quelqu'un. Il dit du mal à quelqu'un ou de quelqu'un, d'accord? Et j'ai pas après découvrir, qu'est-ce que tu m'as dit, Quoi? Yona? Oui, Qu'est-ce que tu as dit là? à la fin, Dis-moi la phrase où tu as prononcé le mot découvrir. les secrets vont être découvrir à la fin. Oui. Qu'est-ce qui est découvert à la fin? Quand on parle de mal de lui, Oui. Ok. La personne sur qui on dit du mal. Il découvre qu'on a dit du mal de lui. D'accord. Vous avez compris tout ça? C'est juste, c'est très bien. En fait, comment on appelle en français dire du mal? Euh, Hop, pas. C'est La pas de la médisance. mal, médisance. Bravo, médisance. bravo. Qui c'est qui a parlé là? Nul. Bien, bravo, Nive. C'est la médisance. La médisance, c'est dire du mal. C'est bidiouk ça. C'est exactement ça. Avant la médisance, c'est peut-être la rumeur. Enfin bref, bon, c'est le sujet du texte. OK? C'est le sujet du texte. Mais c'est bien, d'après Victor Hugo, de dire du mal?
Non. Non. Ok. D'accord. Il critique ça. D'accord. Et vous avez senti quelles sont les différentes parties du texte? Non, on va le voir ensemble, vous voulez? Alors, je vais vous proposer autre chose là maintenant. J'ai écrit plusieurs phrases qui résument le sujet de ce poème. Et vous allez choisir. Voilà. Parmi ces phrases, elles sont toutes exactes, je vous l'ai dit, mais il y en a qui vous plairont mieux que d'autres. Euh, Quelle est celle qui vous convient le mieux? La première phrase, c'est le pouvoir maléfique. Maléfique, ça veut dire fait, qui fait du mal. Donc le pouvoir destructeur du langage. Ou alors, il faut réfléchir avant de parler. Mise en garde d'Hugo contre la médisance. OK? Ou petit c, comment une parole discrète devient rumeur. En personnifiant le mot ou la parole, peu importe, Hugo met l'accent sur son caractère incontrôlable. Alors, qui veut me dire ce qu'il préfère comme phrase pour le sujet du texte? Ça- C'est 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 très proche, le petit c. Comment une parole discrète devient une rumeur? Nachon. Alors, quelle est dans le c la chose qui n'est pas dite? La chose, parce que une rumeur, euh, c'est pas. Faites attention à ce qui a marqué au début, à savoir, non, 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 voilà, tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez, ça veut dire que vous lâchez en passant. Tout, la haine et le deuil. Bon, la rumeur, c'est pas assez fort, alors que la médisance, oui. D'accord? Tu comprends la différence, d'accord? Quelle différence entre une rumeur et la médisance? Une rumeur, c'est assez neutre, c'est pas du mal. Ça peut être du mal, mais ça peut être autre chose. D'accord. Tandis que la médisance, oui. Ok. Qui veut se lancer et dire, qui choisit autre chose que le C? Enfin, là, ce que j'ai essayé de vous dire, là, en gros, dans chaque titre, d'accord, pour dire le sujet du texte, j'ai rajouté un petit quelque chose. Par exemple, le pouvoir maléfique destructeur du langage, ok, c'est général. Et après, c'est la leçon qu'il nous donne. Il faut réfléchir avant de parler. C'est une mise en garde. Et ça, je mets l'accent sur la mise en garde. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, d'accord? Écoutez bien ceci. Vous comprenez ce que fait ici Hugo? Il nous met en garde. Il s'érige, il se dresse en moralisateur. Il nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça qui apparaît dans le B, d'accord? Après, dans le C, comment une parole discrète devient rumeur, oui, c'est assez général, c'est bien aussi. Et là, euh, j'ai rajouté autre chose, c'est en personnifiant le mot, Hugo met l'accent sur son caractère incontrôlable. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire, ça? Regardez, regardez ce qu'il dit. Il dit toutes les mesures qu'on prend pour le secret, quoi. Vous murmurez tout seul, etc., dans une cave, disons. Il exagère absolument tout, comment vous allez dire du mal de quelqu'un dans le plus grand secret. Mais regardez ce qu'il dit. Un mot désagréable. Bon, ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, d'accord, dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Il est incontrôlable, ce mot. Et c'est ça qu'il va nous montrer. C'est que, après, vous n'êtes plus responsable du mot que vous avez lâché. Il a une vie intrinsèque. Il vit tout seul. Il continue à vivre indépendamment du reste. Vous l'avez lâché, le mot?
la médisance, la calomnie, comme on peut dire. J'aurais pu dire la calomnie. Alors la calomnie, c'est, c'est, c'est dire du mal et ce n'est pas vrai. Je veux dire, la calomnie, c'est mentir sur la personne. Vous comprenez? Ce que j'ai essayé de faire ici, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a pas seulement la médisance, mais il y a d'autres choses dans ce texte-là. Il y a la mise en garde de Hugo. Il y a le fait que le mot est incontrôlable. On peut pas, une fois qu'on a dit euh, cette calomnie ou cette parole maléfique, une fois qu'on l'a dite, on ne la domine plus. Elle suit son chemin seule. Oui, c'est pas trop compliqué, ça va? Mais c'est plus les rumeurs qui font ce genre de choses. Quand tu parles à quelqu'un et qu'une autre personne parle à quelqu'un, ça fait plus de gâchis qu'une mauvaise parole. Oui. La mauvaise parole, elle peut tuer, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit la haine et le deuil, et vous avez un ennemi mortel à la fin. C'est-à-dire que quand on dit du mal de quelqu'un, c'est terrible. On ne peut pas envisager les conséquences de cette parole. OK? Et c'est Ok. très, je vais vous montrer à quel point c'est moderne, à quel point c'est moderne, à quel point c'est ancien et à quel point c'est moderne. Je vais vous le montrer tout de suite. D'accord? Bon, maintenant, on va voir les différentes parties parce une fois que vous allez voir les différentes parties, alors vous allez comprendre un peu, vous allez rentrer un peu plus dans le texte et il va être un peu plus, il va vous être un peu plus familier le texte, vous allez voir. Alors, attendez. Alors, j'ai colorié dans différentes couleurs. Oh, il y a encore, mince, regarde. J'ai un petit carré noir là, ça m'énerve parce qu'il m'empêche de lire. Ok, vous voyez là, j'ai marqué un. Comme titre, j'ai marqué les différents mouvements ou différentes parties du texte, c'est la même chose. J'ai colorié en noir l'introduction. Après, la deuxième grande partie, ça c'est l'introduction, c'est un. La deuxième grande partie, c'est jusqu'à là, c'est-à-dire elle est en violet et en bleu. Et la troisième grande partie, c'est la fin, quoi. On verra. Je voudrais que ça vienne de vous. Alors, braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot. Qu'en passant, vous perdite, ça veut dire vous lâchez, vous perdez. Qu'un perdite, c'est du passé simple. Tout, la haine et le deuil, et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Vous pouvez me dire avec vos mots à vous ce qu'il dit là? Vous pouvez répéter? Écoute, à chaque fois que tu parles, tu peux baisser ton son, parce que quand Oui. les autres parlent, je comprends, mais là, le son est trop fort et Là, vous m'entendez? encore descend encore un peu. Ouais. Et là, Oui, c'est mieux. vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Non, ce que je veux dire, c'est, parce que là, il parle, c'est Victor Hugo, c'est un poète, il parle bien. Ce que je vous demande, c'est, qu'est-ce qu'il vous dit là? Qu'est-ce qu'il raconte dans ces quatre lignes? Quelles quatre lignes? Les premiers, Pardon? quelle ligne? Qu'est-ce qu'il nous fait dans ces quatre premières lignes en noir? Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, moi, je vais le dire parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il dit, attention, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, attention quand vous parlez. Parce que tout Il peut, avertit. tout peut sortir d'un mot, ça veut dire, un mot peut avoir des conséquences terribles. Si vous le lâchez comme ça. Tout. La haine et le deuil. Et n'allez pas me raconter, ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Et n'allez pas me raconter que vous êtes sûr que vos amis vont pas répéter et que vous parlez tout bas. Vous comprenez? Il avertit les gens. Oui, c'est un avertissement, bravo. C'est un avertissement aux gens. Faites attention à ce que vous dites, parce que ça peut avoir des conséquences terribles.
la haine et le deuil. Ok, ça c'est la première partie. C'est un avertissement. Bravo à toi. Bravo. Maintenant, la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, ta 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 ta, il court, il part, il va, et puis il nous raconte ce que fait le mot. Qu'est-ce qu'il fait là en violet? Il dit que ça reste pas chez toi et que ça va dehors le mot. Ok, ok. Il met des. Oui, va plus loin. Ou même si tu penses que le mot reste juste chez toi et que personne va jamais le savoir, ça va quand même בכל זאת יפרוץ החוצה. Ok. Il nous dit, vous avez beau prendre des précautions, ça marche pas. D'accord? Et là, il énumère toutes les précautions que vous pouvez prendre. Vous fermez les portes, portes closes. Et il n'y a pas de témoin. Et vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, c'est-à-dire un très très bon ami, vous lui dites à l'oreille. Ou même, il dit même, alors là il exagère encore plus, même si vous murmurez tout seul, si vous êtes tout seul, d'accord, et que vous murmurez, c'est-à-dire vous ne parlez pas tout fort, et que vous êtes vraiment dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, etc., un mot désagréable à quelqu'un dit, si vous parlez tout seul sur une personne, si vous dites quelque chose de mal sur une personne, un mot désagréable, c'est ça. Donc là, il énumère toutes les précautions qu'on peut prendre pour nous dire, ça marche pas. Vous avez beau prendre des précautions, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait après en bleu? Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, et va, tout au travers d'un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il donne une métaphore au Oh, handicap. bravo, 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 bravo. Il personnifie le mot. C'est Anasha בעברית. Il personnifie. Tout d'un coup, le mot, il a deux pieds, il marche, il a un bâton à la main, il a même un passeport. Vous comprenez? Ça s'appelle la personnification du mot. C'est comme une métaphore. Et en troisième, on a vu cette deuxième grande partie. La troisième partie, il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il montre l'escalier. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Qu'est-ce qu'il fait là? Il montre les conséquences. Oui, bravo. C'est bien, hein? Kol hakavod aujourd'hui, Merci. את מככבת. Ok. Alors moi, je vous ai donné les différents titres de chaque partie. La première partie, vous avez dit très bien, avertissement au lecteur. Deuxième partie, comme vous voulez, soit la rumeur, la médisance, soit la calomnie, d'accord? C'est vraiment la partie de la médisance. Alors, dans la partie violette, c'est naissance de la rumeur. Et B, en bleu, la course incontrôlable de la rumeur. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler la rumeur, la médisance ou la calomnie. C'est le mot que vous pouvez choisir. Et troisième partie, fin du voyage du mot, les conséquences, la haine et la mort. Oui, derech Hagav, je l'ai dit un peu dans une autre diapositive, mais là, vous regardez les mots.
les mots qui entourent le texte, le poème. La haine et la mort, et tout à l'heure, il y avait la haine et le deuil. D'accord? Et là, il dit, vous avez un ennemi mortel. Un ennemi mortel, c'est la haine, et le deuil, c'est la mort. Donc, ces deux expressions, là, dans la première partie, la haine et le deuil, et les deux derniers vers, les deux derniers mots du dernier vers, pardon, c'est un ennemi mortel. Ça enferme le poème. Oui, vous me suivez? Mais c'est bien parce que vous avez découvert ensemble les différentes parties du texte. Vraiment, je suis très contente. Ok. Maintenant, on va passer, quelle heure il est? Oui. Bon. Euh, on va passer à l'analyse de détail. Alors, regardez l'analyse de détail. On va commencer avec les quatre premiers vers. Dites-moi ce que vous pensez quand on regarde, je vous ai dit pas mal de choses déjà, hein, dans ces quatre premiers vers, braves gens, prenez garde, etc., jusqu'à elles sont sûres que vous parlez bas. Vous avez très bien dit, c'est un avertissement au lecteur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore? Dans l'histoire elle-même, pour les gens dans l'histoire. Il s'adresse, j'ai pas entendu, pardon? Il s'adresse à l'époque aux gens dans son histoire, pas Oui, que. mais il me semble que je vous ai donné, j'ai fait allusion à ça. Quand il dit braves gens, prenez garde, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que ça vous suggère, ces mots-là? Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Attention, attention à vous. Tout peut sortir d'un mot. Et n'allez pas me raconter que vos amis sont sûrs, etc. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais continuer, vous allez voir. Ici. Euh, C'est une introduction, donc, ça on l'a dit, Hugo énonce le sujet de son poème. C'est une mise en garde, c'est un avertissement, ça c'est un mot qui vient de chez vous, c'est vous qui avez prononcé ça, contre le pouvoir maléfique et destructeur du mot. D'accord? Alors, le mot, d'abord il y a des mots, vous dites, je l'ai mis en rouge, un mot, et vous parlez. D'accord? C'est clair qu'on parle de ce qu'on dit. D'accord? Que ici, le sujet, c'est le mot, comme le titre du poème. D'accord? Bon. La haine et le deuil, donc, regardez, j'ai mis en rouge ce qui est important, à savoir, euh, le mot est associé à quelque chose de mal, la haine et le deuil. C'est vraiment le pouvoir est, maléfique. Maléfique, c'est le contraire de bienfaiteur, d'accord? Quelque chose qui fait du bien. Tandis que maléfique, c'est qui fait du mal. C'est un mot qui peut tuer, puisque on a le mot deuil. C'est pour ça que ça peut être la calomnie. La calomnie, c'est mentir sur quelque chose. La médisance, c'est dire du mal. Mais la calomnie, c'est encore plus grave. Bon, et après, ce que j'ai essayé de j'ai essayé de vous faire dire ça, c'est ça. Le brave Jean, c'est dès le premier vers, lui, il sait tout. C'est le poète qui sait tout. Et il annonce aux gens simples, donc il prend un ton paternaliste, un ton paternel et moralisateur. C'est un mot que j'ai utilisé au début de la séance. Ça, c'est important à dire, hein, parce que il est du côté de la morale, Victor Hugo. Et il sait les choses. C'est un poète qui sait. Donc, il va enseigner aux gens ce qu'il faut faire. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez. Tout, la haine et le deuil, donc la répétition, tout du mot est menaçante et nous inquiète. Il fait exprès de nous inquiéter. Et on va voir que ce malaise dans tout le poème va en s'amplifiant. Mais déjà là, ça commence. La haine et le deuil, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, la haine et le deuil, donc deux mots forts auxquels font écho les deux derniers mots du poème. Ennemi mortel. Mortel qui reprend le deuil et ennemi qui reprend la haine. Et quand il dit ne m'objectez pas et ne m'objectez pas
que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas, Hugo, il balaie ici les possibles arguments du commun des mortels. Euh, Parce que des gens pourraient dire, mais non, mais je t'assure que je l'ai dit à quelqu'un de très sûr, c'est mon meilleur ami, et il va pas raconter. Et il dit, ne m'objectez pas, c'est-à-dire que il n'accepte pas ces arguments-là. Oui, On s'en ça, fout, en gros, si c'est quelqu'un que tu connais, que tu es sûr qu'il va rien dire, c'est quand même mal. eh ben non, il nous dit que non. Mais Il c'est mal de parler du mal avec quelqu'un, on s'en fout qui c'est. ne peut pas, c'est ce qu'il nous dit. Il nous met en garde, hein, il n'y a pas d'autre mot, il nous avertit que même ça, c'est pour ça qu'il met tant de barrières dans son texte sur ce que tu viens de dire. Mais c'est mon meilleur ami, et puis j'ai dit tout bas, et puis et même on n'était même pas entouré de personnes, on était dans la cave, etc. Il met des tas de barrières pour nous dire même ça, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Vous comprenez? Oui. Bon. Alors, on en est maintenant dans la deuxième partie. On a vu l'introduction et on est dans la partie plutôt. Non, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais d'abord vous parler 2 secondes. Alors, attends. OK. Qu'est-ce que vous avez relevé de ce qu'on vient de dire? Ah, il met en garde les gens de pas dire du mal. Il dit que tout ce que tu dis, ça reste pas avec toi, à Mhm. la fin, ça arrive. Oui. Tout ce que tu dis, tous les mots que tu dis, que tu prononces sur quelqu'un, à la fin, ça va arriver chez cette personne. Mais comment ça arrive? לא בד- לא בדרך התורה. Oui. Enfin, on a lu ensemble tout le poème, hein. On a expliqué que le début, le début, le début, mais dans tout le poème, qu'est-ce que vous avez senti dans tout le poème? La langue n'est pas difficile, de Raghav, hein, vous savez. Vous avez compris tous les mots, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai compris. Ok, donc la langue n'est pas difficile. Donc vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il dit, dès que vous avez lâché, il court, il va. Comme si le mot, il a une vie. Oui, alors c'est bien le mot vie, il est vivant. Il nous dresse un petit film devant nous. On a l'impression de le voir, ce mot qui circule, qui a un passeport même, et qui court et qui va dans les rues, etc. Et qui sait où il va. Il peut, il a un pouvoir extraordinaire, ce mot. Parce que même il nous dit, même dans les périodes d'inondation, de crue, il peut voler au-dessus euh, au-dessus de la ville et pour arriver à l'adresse de la personne dont vous avez parlé. Donc, c'est un tableau vivant. Et ce que je veux vous dire là, c'est que récemment, j'ai vu à la télévision française André Dussolier, un acteur très connu, dire ce poème-là. Et je l'ai mis à la fin je l'ai mis à la fin du diaporama. Là, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais je vous le montrerai la prochaine fois, je vous promets. C'est un texte moderne, très très moderne. Il faut se méfier de et, et vous allez le voir, ça va être ma conclusion, mais euh, euh, à notre époque des réseaux sociaux, il faut faire très attention à ce qu'on écrit et ce qu'on dit. Fake news, ça existe. Ok. Et c'est pour ça que je disais dès le départ, c'est un texte très très moderne. Bien, j'espère que je ne vous ai pas assommé. Je vais vous dire au revoir. Si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant, hein. Oui, madame, j'ai une question. Oui, Vakasha. Pas vraiment en rapport avec cette leçon, mais quand le monsieur, le jour du bac, il va venir m'interroger, c'est vrai que je suis Kitaktana, que j'ai un autre, que j'ai des calotte. Alors, j'ai pas tout compris parce que je sais pas ce qui se passe. Tu parles trop près du micro, peut-être, je sais pas. Comme, Joanne, le comme jour, un tu Kitaktana. poses la question le jour de l'oral, n'est-ce pas?
Oh oui, le jour qu'on m'interrogera. Euh, Comme je suis en Kitakhtana, alors il sera le... Ton école, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais je vais te dire, ton école va recevoir le nom de l'examinateur ou de l'examinatrice. Ok. Elle va fixer avec l'examinateur ou l'examinatrice, elle va fixer l'heure, le jour, quand toi ça t'arrange et quand la personne ça l'arrange aussi. Et tu vas rencontrer cette personne, soit dans ton école, soit dans son école à elle. Le rendez-vous va être fixé entre vous. Et tu vas arriver le jour de l'oral avec ton dossier, mais tu lui auras envoyé une semaine avant, en mail, tu lui auras envoyé ton dossier. Mais il sait que je suis Kitakhtana, ça, ça va être prêt parce Il que je sait suis en que tu es, Kitakhtana. Greg, il sait que tu es quoi? Il saurait que je suis en Kitakhtana et Mekademet parce que j'ai des akalotes. Ah oui, mais ça la responsable des bagroutes, elle va lui dire. Ah, ok, parfait. Elle Merci. va lui dire. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Merci. D'autres questions? Non? Ok. Alors on se dit au revoir. Bonne soirée, merci, madame. Au revoir à tous. Bonne semaine. Amen, merci beaucoup. Bye bye. C'est le dernier cours Non, non, la semaine, oui, je sais pas cette semaine. Moi, en tout non, cas, sur le mot, sur le mot. ah non, non, il y a trois cours sur le mot. Merci. La semaine prochaine, il y aura mardi et jeudi. Ok, Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat shalom. C'est un peu tôt pour dire Shabbat shalom, mais le Shabbat shalom, Besséder. Et bye bye, merci à vous.